Donc, le professeur Philippe Terner est un professeur agrégé de droit public à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, en France. Il dirige le master droit et contentieux des contrats publics. Il a été doyen de la faculté de droit. Il est spécialiste de droit public économique et à ce titre, il a écrit ou coécrit divers ouvrages sur le droit public des affaires et le droit des marchés publics. Il est membre de la Commission supérieure de la codification, qui est un organisme rattaché auprès du premier ministre. Il co-dirige au sein du Centre de recherche Pau Droit public un programme de recherche sur le droit de l'énergie. Il contribue à la direction d'ouvrages et de revues de référence et il a publié plus de 150 articles qui portent sur le droit public, parmi lesquels récemment un article en collaboration avec le professeur Claudie Boiteau qui s'intitule « Existe-t-il un droit de l'énergie ?» et un ouvrage sur les contrats d'implantation d'ouvrages dédiés aux énergies renouvelables. Alors, je cède la parole au professeur. Merci, Monsieur le Président. Et donc, je remercie en particulier Christophe Krolik. Cette contribution, d'ailleurs, contribue dans une certaine mesure à la démonstration qu'il existe, non pas un droit de l'énergie autonome, ça n'existe pas, les droits de l'énergie, il n'y a que le droit qui existe, et encore, mais un droit qui quand même comporte des caractéristiques propres, dont celle du droit des collectivités territoriales. Alors, le sujet qui m'a été imparti de traiter, ce sont les compétences municipales et la transition énergétique en droit français. Alors, en droit français, la transition énergétique correspond exactement à la même chose que chez vous, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, favoriser l'utilisation d'énergie issue d'énergies renouvelables, mieux gérer, favoriser l'efficacité énergétique, il en était question, mieux gérer les réseaux de transport et de distribution d'énergie. Et puis, un aspect qui nous occupera cet après-midi, la numérisation, les data et les données personnelles, ou les données commerciales et secrètes, dont je reparlerai un petit peu tout à l'heure. Pour mettre en perspective le sujet que j'ai à traiter, il faut bien comprendre, mais peut-être que vous la connaissez, la tradition française, qui est une organisation territoriale d'abord, verticale du territoire, même si depuis de nombreuses années, mon territoire s'est décentralisé, mais il n'en demeure que la tradition française est une tradition verticale, et donc la municipalité se trouve en bas du territoire. Au Canada, il y a de très nombreuses grandes villes. En France, il y a Paris et puis les autres grandes villes. Il y a quelques grandes villes, mais c'est donc presque une illustration de ce que je viens de dire. Organisation donc verticale du territoire en France, organisation verticale de l'énergie. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France a pris le parti de tout nationaliser et de confier toute l'énergie, l'importation, l'exportation, la production, la distribution, le transport, à une seule entreprise, enfin deux entreprises. Une entreprise pour l'électricité qui s'appelait Électricité de France, qui s'appelle toujours d'ailleurs Électricité de France, et une pour le gaz, Gaz de France. Et évidemment, ce phénomène ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur les compétences des collectivités territoriales. J'y reviendrai. Et une des caractéristiques, une des conséquences en quelque sorte de cette organisation verticale et du territoire et de l'entreprise qui s'occupe de l'énergie, EDF, GDF, qui n'existe plus pour la seconde, c'est quelque chose que vous n'avez pas, enfin, où je n'ai pas bien compris en tout cas, c'est que 75% de notre énergie d'origine électrique est d'origine nucléaire. L'objectif à terme est de le passer à 50% en 2030. J'ai quelques doutes sur cet objectif parce que même si elle est considérée ou mal considérée, cette énergie est très peu chère, très peu carbonée, mais surtout très peu chère. Notre énergie en France est très peu chère. Alors cette organisation verticale, à la fois territoriale et énergétique, est en cours de déstructuration. Pour l'énergie, à cause de l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité, enfin du marché de l'énergie en général, l'électricité et du gaz, ces deux, ce qu'on appelle dans le langage un peu courant, l'État dans l'État, qu'ont constitué EDF d'un côté et GDF de l'autre, disparaît petit à petit puisqu'on a obligé EDF à se déstructurer juridiquement en plusieurs entités consacrées à la production, au transport, avec des noms différents, et à la distribution d'électricité. De même pour GDF. GDF, d'ailleurs, a été privatisé et racheté par une entreprise qui s'appelait Suez et qui maintenant s'appelle Engie. Bon, donc, une réorganisation des entreprises d'énergie avec ouverture à la concurrence. Et puis, depuis 1980 déjà, quand même, c'est quand même pas rien, une décentralisation relativement poussée du territoire
où on s'est rendu compte que l'État n'avait pas la compétence pour tout faire, y compris quand c'est sur le terrain. Et c'est la prise de conscience de l'importance, comment dire, pour tout dire, jusqu'au milieu des années 2000, oui, 2005, 2005, les collectivités territoriales disposaient de compétences en matière énergétique, mais n'en avaient ou pas conscience, ou n'avaient pas envie de les exercer, parce que c'était le fait de cette grande entreprise qui s'appelait EDF, GDF. Ils faisaient ça plutôt bien. Donc, mais dès lors qu'on a pris conscience de l'importance du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, les collectivités territoriales se sont dit « Ah, mais ma foi, c'était pas inintéressant de s'occuper de cette affaire-là ». Et le résultat, c'est en deux parties, c'est typiquement français, en deux parties, c'est très cartésien, mais comme j'ai vu que c'était aussi le cas des Québécois, la démonstration du fait que, les communes disposent de véritables leviers juridiques aujourd'hui pour participer activement à la transition énergétique, mais le plan n'est pas franchement original, mais deuxièmement, c'est que les communes se heurtent à certains obstacles dans la mise en œuvre de ces compétences et donc de la transition énergétique. Alors, le premier point, les communes disposent de véritables leviers juridiques pour participer activement à la transition énergétique. À 3 égards, 1, 2, 3, 4. Premièrement, d'abord pour favoriser l'utilisation d'énergie d'origine renouvelable et l'efficacité énergétique. Et là, on en a déjà parlé précédemment. À 4 égards, je vais faire juste une petite liste et puis je répondrai volontiers aux questions qui suivront. D'abord, c'est évident, c'est la planification urbaine, le droit de l'urbanisme, le règlement d'urbanisme. Chez nous, un règlement d'urbanisme local peut imposer aux habitants un certain degré, voire même un degré très élevé d'efficacité énergétique pour les habitats neufs. La fiscalité locale peut être utilisée de ce point de vue. Et tout récemment, en matière de droit de la construction, le fait qu'une nouvelle construction soit inefficace énergétiquement engage ce que nous appelons, je ne sais pas si vous l'avez chez vous, la garantie décennale de la construction, c'est-à-dire que cette construction, si elle n'est pas efficace, si on se rend compte que pendant 10 ans, au bout de 10 ans, elle n'est pas efficace énergétiquement, le constructeur voit sa responsabilité civile engagée. Le premier donc, vecteur, c'est le droit de l'urbanisme, la fiscalité locale. Le second vecteur, c'est le droit des contrats publics, le droit des marchés publics. Grâce aux marchés publics, les communes et l'ensemble des collectivités territoriales peuvent avoir une véritable politique d'efficacité énergétique en matière d'ouvrages publics et de services publics. Je pense au marché de performance énergétique pour tous les bâtiments publics, et en particulier les bâtiments scolaires, lycées, collèges, etc. Il y a en ce moment le réaménagement, soit la construction neuve, mais surtout la rénovation des lycées, des collèges et des écoles, avec un objectif de performance énergétique. Ce sont évidemment les marchés publics de transport public qui peuvent imposer l'utilisation d'autobus à énergie propre, à gaz, etc. Ou dans ma ville, par exemple, nous avons fait le pari, on va voir si ça marche, d'autobus qui marcheront à l'hydrogène. Pour l'instant, ça marche dans quelques villes nord-européennes, en Allemagne notamment. On verra si ça marche chez nous. C'est l'utilisation du vélo ou de l'autolib. Mais c'est aussi, et ça, si j'ai bien compris, ce n'est pas très développé ici, la multiplication des bornes électriques. Ça, c'est de la compétence des communes qui installent massivement en France des bornes électriques pour permettre aux automobiles de se recharger aisément. Et l'objectif, ça c'est typiquement français, c'est des appellations, c'est d'obtenir des bâtiments publics à énergie positive et à haute performance environnementale. Ça ne veut rien dire, mais ça va un peu tout dire. Donc c'est bâtiments publics à énergie positive et à haute performance environnementale. Enfin, le quatrièmement, c'est la planification. Là, il a été dit, les communes réalisent ce qu'on appelle des plans climat, air, énergie territoriale. Alors, nous adorons les acronymes, les PCAET, qui sont de véritables instruments de politique de planification où la commune peut dire voilà ce que je veux pour les 5 prochaines années. Premièrement, donc, favoriser l'utilisation d'énergie d'origine renouvelable. Deuxièmement, les communes peuvent elles-mêmes produire des énergies issues d'énergies renouvelables. De 2 façons, de 3 façons. D'abord, une production directe d'énergie, soit pour revente directe, c'était interdit, c'est désormais possible, soit surtout, et ça c'est la grande affaire des 10 prochaines années chez nous, pour autoconsommation. C'est-à-dire l'idée que la commune
petite, moyenne ou grande d'ailleurs, créent en quelque sorte ce qu'on appelle là aussi un territoire à énergie positive, où on va localement produire autant d'énergie que l'on va en consommer. Ça, c'est un objectif, bien sûr, hein, mais ce n'est pas une vue de l'esprit. Hein. Et donc faire en sorte que la commune participe soit en leader, soit en complément, à la production, je répète, locale d'énergie, qui va être utilisée localement. On va être en quelque sorte autoconsommateur de l'énergie. Et tout ça à partir de ressources renouvelables, le solaire, l'éolien, la géothermie, la biomasse, l'eau de mer même, puisque par exemple, dans une commune de l'océan Indien française qui s'appelle La Réunion, enfin dans une île qui s'appelle La Réunion et dans la commune principale, climatise, où il fait très chaud, climatise l'ensemble de ses bâtiments publics grâce à de l'eau de mer qu'elle va pomper très profondément, mais tout près parce que le territoire continental plonge, La Réunion c'est un volcan, hein, plonge rapidement, donc on peut aller pomper de l'eau de mer très très froide qu'on remonte et qui va permettre de climatiser l'ensemble des bâtiments de la ville. Production donc d'énergie directe par la commune, participation au capital de sociétés commerciales qui ont pour objet la production d'énergie à partir de renouvelables. Là aussi, tradition française, les communes n'ont pas le droit de participer à des sociétés commerciales à but lucratif. Petit à petit, cette interdiction tombe comme des dominos, toc, 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 comme ça, et en particulier en matière de sociétés qui produisent de l'énergie, mais à partir d'énergie renouvelable. Et enfin, une des grandes affaires des communes, une des grandes compétences qui a été créée presque ad hoc et puis maintenant qui est reconnue juridiquement, elles sont les collectivités locales, mais en particulier les communes, puisque c'est celles-là qui nous intéressent aujourd'hui. Elles sont autorités organisatrices des réseaux publics de chaleur et de froid. Troisième vecteur, vous me contrôlez, Monsieur le Président. Troisième vecteur, troisième levier en quelque sorte, les collectivités publiques, les communes, tentent à optimiser les réseaux de distribution d'énergie. Alors ça, c'est une spécificité française. Les réseaux de distribution d'énergie, donc il y a trois fonctions, la production, le transport d'énergie et la distribution de l'énergie au niveau local. Par tradition, les collectivités locales sont les propriétaires des réseaux de distribution en France, des réseaux de distribution d'énergie, qu'ils soient électriques ou gaziers. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, elles sont autorités organisatrices, propriétaires, mais en réalité, le véritable opérateur, c'était EDF. Et il n'y a pas si longtemps que ça, EDF faisait tout et la commune ne savait même pas qu'elles étaient propriétaires du réseau de distribution. Petit à petit, donc, prise de conscience, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Et aujourd'hui, les communes ont bien pris conscience, d'abord qu'elles étaient à la tête d'un patrimoine immobilier et économique très important et qui a une très grande valeur économique. Et deuxièmement, qu'il n'était plus question de se laisser de se laisser faire par le producteur qui s'appelle EDF et qui lui disait « tu signes en bas à droite et tu t'occupes de rien, je m'occupe de tout ». Et au demeurant, comme ça marchait très bien, pourquoi pas ? Mais ce n'est plus comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et donc là, de ce point de vue-là, les collectivités publiques ont un rôle très important de constructeurs, d'enfouissement de réseaux. Je suis assez étonné, alors je ne connais pas du tout bien le Québec, mais je suis assez étonné que chez vous, les réseaux soient peu enfouis. Est-ce que je soulève un sujet délicat ? En général, je suis pour la paix des ménages, mais là, je trouve que c'est vrai. Alors que chez nous, donc, les communes ont un rôle actif dans ce domaine-là, et surtout en droit de contrôle. Enfin, les communes s'intéressent beaucoup parce qu'elles ont pris conscience de leurs compétences, de leur patrimoine, etc. On cherche désormais à obtenir des données énergétiques nécessaires à l'exercice de leurs compétences. On en parlera cet après-midi. C'est sans doute le point le plus important. Si je suis propriétaire d'un réseau, il faut que je sache ce qu'il se passe sur ce réseau en termes d'usagers, en termes de consommation, en termes d'utilisation, etc. Et tout ça, ce sont des données qui sont absolument capitales, commerciales protégées, personnelles protégées, mais si je veux être un bon gestionnaire de réseau, je dois
je dois bien sûr les connaître avec des garanties de protection des données ou personnelles ou des données commerciales sensibles. Mais bien sûr, ces compétences se heurtent, ces leviers se heurtent à certains obstacles. Ces obstacles, ils sont inhérents à la présentation initiale que j'ai faite. D'abord, du fait de l'action des autres acteurs de la transition énergétique. Cette transition énergétique est évidemment un problème éminemment politique. Nous avons eu une grande loi en 2015 de transition énergétique qui a animé, qui a clivé en quelque sorte l'opposition droite-gauche, si tant est qu'elle existe encore en France, qui a clivé les centralisateurs et les décentralisateurs, etc. Mais c'est donc des considérations politiques. Et donc, tous les acteurs s'intéressent à cette question-là. Et alors, chez nous, donc, dans l'ordre, c'est l'État qui est législateur, qui décide de ce qu'on appelle la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est là qu'il est dit que nous n'aurons plus que 50% d'énergie d'origine nucléaire. Je rêve. Et c'est en France que, par exemple, c'est l'État qui est propriétaire ou qui contrôle l'énergie hydroélectrique. Beaucoup moins importante que chez vous, mais quand même importante. Le régulateur, on n'en a pas parlé encore ici, mais je répondrai à votre question. Chez nous, nous avons un régulateur de la CRE, ça s'appelle la Commission de régulation de l'énergie, qui a un rôle intermédiaire entre les collectivités publiques et les collectivités territoriales. Les autres collectivités territoriales, on n'en a pas ici encore parlé, mais j'espère qu'on en parlera. Évidemment, donc votre structure territoriale ressemble un tout petit peu à la nôtre, c'est-à-dire donc l'État, les régions, les départements et les communes. Chacun de ces territoires a une volonté politique, et donc, par définition, sans qu'il y ait malice dans ce que je suis en train de dire, s'oppose sur certains sujets. Et enfin, les personnes privées, et notamment les consommateurs, les propriétaires, les copropriétaires. Et pour ce qui concerne les personnes privées, en France, c'est ce que nous appelons le refus de l'écologie punitive. Arrêtez de nous taxer. Nous faisons une nouvelle construction. Arrêtez de nous imposer telle ou telle chose. Arrêtez de nous taxer si nous faisons telle, etc. Alors bien sûr, on le fait, mais il y a une espèce de réflexe. Et puis, il y a un réflexe lié aux données personnelles. Chez nous, c'est un débat, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, sur la pose de nouveaux compteurs électriques dans les maisons. Ces compteurs électriques dits intelligents, ils s'appellent Linky, ça vous parle, bon, peu importe. Ces compteurs intelligents, toute une série d'une part de la population s'est opposée à l'installation de ces compteurs en disant, grâce à ces compteurs, la théorie du complot, vous savez, ces gens-là vont savoir quand je me lève le matin, quand j'ouvre le frigo, quand je le ferme, qu'est-ce que je sors du frigo, quand est-ce que je regarde la télévision, quand est-ce que je l'éteins, quand est-ce que je vais aux toilettes, etc., etc. Grâce à ce compteur intelligent. C'est toute la problématique des données personnelles, sur lequel je pense qu'on reparlera tout à l'heure. Et enfin, dernier obstacle, c'est l'absence de moyens humains. Pour faire tout le peu que j'ai dit, il faut des gens, des personnes, des compétences, etc. Et ces compétences, je pense que c'est pareil ici que chez moi, les agents publics locaux sont moins bien payés que dans le secteur privé, où ils peuvent faire une carrière plus importante, gagner plus d'argent, etc. Et donc les compétences humaines sont parfois faibles, mais alors quand elles existent, elles sont remarquables, exceptionnelles. Et puis il y a des obstacles évidemment financiers. On a parlé des écolabels, etc. Pour faire tout ça, il faut de l'argent. Or, chez nous, les collectivités publiques ne maîtrisent pas totalement la fiscalité. C'est le législateur qui consent aux communes la possibilité de lever l'impôt. Et parfois, donc, cet impôt ne peut pas être levé. Ou alors, pire, comme en ce moment, le gouvernement décide qu'il faut faire beaucoup d'économies à tous égards. Comme il n'a pas confiance dans les collectivités territoriales, il leur enlève carrément des moyens qu'il leur avait précédemment attribués, alors qu'il lui avait confié des compétences à cet effet. C'est-à-dire qu'il se retrouve à exercer des compétences sans les moyens qui avaient été précédemment attribués, financiers précédemment attribués. Voilà, je vous remercie Voilà, parfait. Merci beaucoup. Merci.